Moi, j'habite à Sceaux, c'est en banlieue aussi, mais c'est pas du même côté. Et je vois souvent des jeunes, parce qu'il y a un bistrot un peu chic en face du parc de Sceaux qui est sur le chemin que je prends pour aller faire mes achats. Et depuis la chute du système socialiste, etc., je me suis rendu compte que les jeunes, à part boire, ils ne semblaient pas avoir énormément comment dirais-je, de choses qui les émouvaient profondément. J'ai l'impression qu'il y a une... Bon, vous l'avez très bien illustré en parlant de Michaland, etc. Il semble vraiment qu'il y ait eu... Enfin, que la jeunesse de cette génération-là soit très très peu politisée, ou alors quand elle l'est, c'est d'une façon relativement... enfin, je ne sais pas, mais soit radicale, ou enfin, mais pas avec des bases de connaissances historiques très sérieuses. Voilà. D'abord, merci beaucoup, parce que c'était passionnant. Voilà. À mon avis, tant de choses qui démythifient les attendus, non seulement journalistiques, mais militants, concernant le travail militant, la politisation, etc., ce qui s'y montrait, c'était passionnant. Et à mon avis, bien sûr, ça valide complètement l'idée que ces analyses ne doivent pas être réservées aux personnes honorables qui lisent Savoir agir. Mais que vraiment, il faut les diffuser extrêmement large. Bon, il faut les diffuser extrêmement large. Ça, c'est... Eh ben oui. Non, mais... Fondation-copernic.org. Il faut s'en donner les moyens, on peut y réfléchir, mais je pense franchement qu'il faut aussi qu'il faut qu'on crée là un collectif, une collection d'analyses qui nous permettent d'avoir des choses un petit peu, pour reprendre ton thème, robustes du point de vue analytique pour comprendre. Mais c'est pas là-dessus que je voulais intervenir. Je voulais surtout intervenir pour dire la chose suivante. Moi, je travaille dans un IUT. Dans un IUT où carrière juridique, où il y a beaucoup, principalement d'ailleurs, hein, des jeunes étudiantes, et où la population, globalement, c'est des jeunes gens qui ont le bac pour la première fois dans leur famille. C'est la première fois que dans leur famille, il y a quelqu'un qui est le bac, globalement. Quoi. J'ai beaucoup de jeunes garçons qui votent Front National, qui tiennent des propos, disons, d'extrême droite, globalement racistes, mais aussi machistes. Et c'est là où je voulais faire peut-être une relation entre les deux choses, et le soumettre à qui a travaillé sur le terrain. Quoique dans un lycée professionnel, je ne sais pas s'il y a beaucoup de filles. Il n'y en a pas. Si, il y en a beaucoup, dans certaines filières. Voilà. Ces garçons, alors, moi, les configurations que je connais, c'est quoi? C'est des classes où il y a 20% de garçons. L'essentiel, c'est des filles. Les filles sont beaucoup plus brillantes que les garçons. Dans cet univers où on sait bien, il y a eu pas mal d'enquêtes là-dessus, où dans les milieux populaires, généralement, les filles réussissent mieux que les garçons. Les mecs, donc, se sentent d'une certaine façon en concurrence avec les filles, et par là même, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui leur reste? Le fait que ce soit des mecs, des vrais mecs, des mecs canons, des mecs, voilà, un. Et deux, il y a aussi un certain nombre de jeunes gens, et de jeunes filles surtout, d'origine immigrée, qui réussissent souvent très bien, pour plein de raisons qui ont déjà été analysées sur les dispositions des filles
à réussir en adéquation avec ce que demandent les classements scolaires. Et donc, se joue pour eux une double concurrence vis-à-vis des filles et vis-à-vis des filles immigrées. Et vis-à-vis des filles, auxquelles ils n'ont pas nécessairement accès sur le marché des partenaires, et vis-à-vis des filles immigrées, vis-à-vis desquelles ils ont encore moins accès. Donc je me demande si ces dimensions aussi, qui sont des dimensions très relationnelles, ne contribuent pas à des dispositions. Alors après, il faut regarder les itinéraires de vote, je ne les ai pas vraiment étudiés, mais il faut regarder les itinéraires de vote, mais ne contribuent pas à des dispositions, à une certaine réceptivité, qui devrait être activée ensuite, il y a des situations que tu as décrites, notamment, à ce que peut proposer, non pas simplement les programmes, mais comme les ici, l'offre globale que constitue le Front National. Soumission qui a été vendue à je ne sais combien d'exemplaires, c'est quoi? C'est un prof de fac qui se rend compte que s'il doit sauter plusieurs de ses étudiantes, il doit se convertir à l'islam qui, soi-disant, permet ça. C'est la lecture qu'on peut faire de Houellebecq. Et Houellebecq, Soral, Zemmour, exprime le dépit de la concurrence sur le marché sexuel, par ailleurs de mal vieillissants. Les gens qui sont habilités ne sont pas des mal vieillissants, sont des jeunes mâles et de jeunes filles. Deuxième chose sur laquelle je voulais intervenir, c'est par rapport à l'histoire du vote populaire. On peut déconstruire autant qu'on veut, mais on peut déconstruire tous les votes. Il n'y a pas de parti qui a un électorat, aucun. Il n'y a aucun phénomène social qui ne soit analysable en termes d'entrée et sortie. C'est le grand argument des gens qui liaient le chômage en disant chômage, une illusion d'optique, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui en sortent. Bon, oui, tout électorat est comme ça. La question c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de dimension internationale suffisante, je trouve, dans pour éclairer les choses. Pourquoi est-ce que dans tous les pays européens, des courants qui ont des points communs très forts avec le Front National sont tous en montée au point d'arriver à dominer certains pays ou de faire 50-50 comme en Autriche. Donc on n'est pas sur l'addition de sociologie. La connaissance des sociologies est indispensable, mais ce ne sont pas des phénomènes qui peuvent être compris par ça. Vous ne comprenez pas une affiche pixelisée en vous mettant à 2 cm. Vous voyez les pixels, vous ne voyez pas l'affiche, vous perdez la signification. Et il y a une signification qui existe en Europe et qui dit des choses sur d'autres phénomènes. Alors, les analyses sorties des soins, moi j'avais vu, c'était quand même selon les cas, entre 40 et 51% des ouvriers qui, au premier tour des dernières régionales, avaient voté pour le Front National. Alors on peut dire oui, mais il y a l'abstention. D'accord? Mais l'abstention, c'est pas un phénomène de sortie de la politique. La politique n'est pas ce qui existe en dehors de l'abstention. La politique, c'est ce qui existe sur les comportements globaux des gens. Et l'abstention en France, c'est pas un phénomène sociologique de distance par rapport à la politique, c'est un phénomène d'intervention dans la politique et de rejet. Il y a eu un rejet très fort des politiques qui ont été menées par le PS dans la classe ouvrière. Le dernier sondage sur quel est le candidat que vous préféreriez voir comme candidat de gauche sur des prochaines présidentielles, d'un 1% des ouvriers qui choisissent Hollande. Pour arriver à un score de 1% sur ce courant, alors qu'on sait que la débat des socialistes, il faut quand même faire fort. Donc il y a une abstention politique des ouvriers. Quelles sont les preuves de cette affirmation? Les preuves de cette affirmation, c'est que les instruments dont on dispose, qui sont les études sur les bureaux de vote, les sondages sortis des urnes, et y compris le fait, je ne sais pas, y compris des microphénomènes. Quand je vais au congrès de la fédération CGT, je vois des gens avec des t-shirts Soral, égalité et réconciliation parmi les délégués. Non, pour étudier l'abstention, on a les chiffres de l'abstention. La question quels sont les chiffres de l'abstention est une question qu'on peut résoudre en regardant les statistiques du ministère
ministère de l'Intérieur. Et ce sont les instruments des sociologues qui permettent de savoir, ce qui a été dit ce matin, que la majorité des ouvriers, au sens sociologique du terme, dans les catégories de l'INSEE, qui à mon avis ne sont pas forcément les meilleures, se sont abstenus. Or, l'abstention est un phénomène politique. Il y a l'exemple de la classe ouvrière et il y a l'exemple des électeurs dits musulmans, où il y a un bouquin qui est sorti en décembre dernier, qui montre que dans cette catégorie de la population, alors que plus de 80% des gens de cette population avaient voté à gauche au moment des présidentielles, la moitié se sont abstenus lors des derniers scrutins. C'est-à-dire qu'on a des mouvements qui sont à un rythme qui est un rythme de la politique et qui n'est pas un rythme de la sociologie. Donc on pense qu'il faut passer par ça pour les... ne pas essayer de trouver forcément des clés sociologiques, parce que la sociologie, elle explique plusieurs comportements. Et il reste à la politique, après qu'on ait compris la sociologie, à comprendre pourquoi des gens dans la même situation choisissent des choses différentes. Dernier point qui sera très court sur... peut-être qu'il y a quand même de la sociologie, on parle d'intérêt, de morale, de racisme, etc. Il n'y a pas que des choses désincarnées. Quelqu'un qui vote pour le FN, les deux dernières interventions l'ont dit, à chaque fois, il y a une question de compétition avec les populations racisées. C'est-à-dire que le racisme n'est pas un racisme doctrinal, c'est la volonté de garder ou de ne pas mettre en cause un privilège, préférence nationale ou un privilège blanc. Et ça, c'est des intérêts matériels. Et c'est quelque chose qui joue et qui est perçu de façon fondamentale, même sans connaître le détail du programme du Front National. Et les gens qui votent pour le Front National, ils ne sont pas méchants vis-à-vis des immigrés, des musulmans, des autres, etc. C'est des gens qui pensent que pour se défendre, ils ne doivent pas permettre aux autres d'avoir les mêmes droits qu'eux. En même temps, il me semble que dans ces interventions, peut-être que c'est des choses que vous avez déjà dites ce matin, je m'excuse, je n'étais pas là, mais il manque quelque chose qui est une forme minimale de recul historique relatif à l'opération électorale. Bon. C'est-à-dire on est contre la vitre, on regarde les militants, comment ils votent, ça c'est Lorenzo, on est dans une logique d'appréhension de l'espace, pour voir que l'espace n'est pas l'espace des géographes, n'est pas homogène, et qu'il y a des différences et des multiples différences de détails sur des trajectoires qui rendent compte de comportements différenciés qui peuvent s'exprimer dans la même marque électorale. Mais il manque cette perspective, ce recul historique dans ces deux interventions. Et en particulier, un recul historique qui est l'histoire sociale de l'opération électorale. Et l'histoire de l'opération électorale, au moins sous la Troisième République, pour trouver que c'est un travail d'imposition d'opération électorale. Tous ceux qui organisent l'opération électorale font croire, sans avoir forcément d'intention explicite, font croire à l'opération électorale, font croire au résultat électoral, font croire à l'issue de l'opération électorale. Et il me semble que ça, ce constat très simple, hein, et qui pourrait être suivi par le fait que ça réussit plus ou moins, ça réussit un moment, ça réussit moins d'autres, etc. Ça renvoie à quelque chose qui nous préoccupe tous ici, c'est-à-dire une perspective pratique, pour comprendre des phénomènes dans lesquels il y a une dépolitisation du monde ouvrier. Il y a eu une histoire électorale passée qui a été la construction du vote. Aujourd'hui, il y a un désintéressement de la construction du vote, puisque ça manque un peu de sociologie. Alors, dans les perspectives pratiques qu'on pourrait imaginer, et ça me semble extrêmement important, c'est d'introduire à l'école, sérieusement, solidement, un travail qui montrerait la construction sociale du vote. Ce n'est pas, on n'intéresse pas à la construction sociale du vote simplement en faisant de la publicité pour le vote à la télé dans les derniers 8 jours. On n'intéresse pas à l'opération électorale en analysant un exemple d'échec électoral tel que peut le faire un journaliste. Mais il faut faire de l'histoire sociale du vote, beaucoup d'histoire sociale du vote, et ça serait peut-être mieux que des invocations abstraites en termes de programme de l'éducation civique. Alors je verse ça à vos débats. Est-ce qu'on pourrait avoir dans nos propositions gardé cette idée que
ça n'est certainement pas seulement en regardant le Front National, on prend le Front National, ça vous l'avez déjà dit, mais c'est aussi en travaillant beaucoup sur l'école et la construction sociale de ce qu'est l'opération politique à l'école qu'on peut prendre conscience et faire prendre conscience de ce que le vote peut avoir les résultats que nous connaissons. Donc, vous avez eu l'impression, lorsque par exemple Lorenzo a raconté 2 itinéraires de vote, vous avez l'impression que ce n'était pas de la politique. C'était des histoires de famille, il y a le père qui est comme ça, il y a la mère, ensuite Willy nous a raconté des histoires, pour vous c'est pas politique, quoi. Ces garçons en manque de filles, là, c'est quand même pas digne, quoi. Hein, voilà. C'est pas de la politique. Hein, donc c'est un jugement que vous portez là-dessus, en décidant d'emblée que c'est pas politique. Déjà, je pense que ça pose problème. Ensuite, si vous avez bien écouté ce qu'a dit Lorenzo, il a expliqué un itinéraire, celui de Dimitri par exemple, qui est un itinéraire très particulier, très fluctuant. Michon, Sarkozy, abstention, PS. Voilà, donc c'est un itinéraire très flottant, très instable. Il y a des conditions sociales et politiques de possibilité de cet itinéraire. Et Lorenzo les a mentionnées dans le. C'est quoi? C'est par exemple le désencadrement politique, syndical, associatif de la classe ouvrière. C'est l'affaissement du Parti communiste. C'est la déconstruction de la classe ouvrière. Et la classe ouvrière, hein, c'est un grand problème théorique, elle a existé comme classe ouvrière à travers un processus historique de construction qui a pris des décennies. Et qu'est-ce qui a rendu possible ça? C'est pas seulement la révolution industrielle, la division du travail, la constitution d'entreprises, c'est ça, bien sûr, mais c'est aussi quoi? La construction de syndicats, la construction de partis, la construction de fédérations sportives, la construction de coopératives. Donc c'est un gigantesque mouvement historique dans lequel on ne peut pas distinguer la politique, le social, l'économie, tout ça est impliqué. Et le processus de déconstruction, c'est pareil, il est social et politique. Hein. Par exemple, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Patrick Lang faisait allusion à ça ce matin. Il y a une transformation radicale du personnel politique des partis de gauche, du Parti socialiste, du parti communiste. Il y a un processus de professionnalisation de la politique au carré. Ça, c'est en train de se produire sous nos yeux. Il y a un renforcement de la professionnalisation de la politique. Parce que dans le passé, par exemple, les députés, il y a 30 ans, 40 ans, c'était des professionnels de la politique. Mais c'était des professionnels de la politique qui avaient commencé sans être des professionnels de la politique. Ils avaient commencé comme instituteurs, professeurs, avocats, ou fonctionnaires, et ils étaient devenus professionnels de la politique. Maintenant, les députés, c'est des professionnels de la politique qui, pour une proportion croissante, ont toujours été professionnels de la politique. C'est-à-dire, ils sortent de l'université, ils deviennent assistants parlementaires, membres du cabinet du député maire du président du conseil régional, ils sont candidats, ils deviennent conseillers municipaux, et ensuite députés, etc. Donc il y a un processus de professionnalisation politique au carré, qui a pour conséquence d'éloigner encore un peu plus les partis politiques de leur base sociale, et dans le cas du parti de gauche, par exemple, de leur base sociale populaire. Hein. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, par exemple, dans le passé, qu'il y a une classe ouvrière? Il y avait beaucoup de facteurs, hein, mais notamment, il y avait des partis politiques qui disaient « Nous sommes le parti de la classe ouvrière. Ouvriers, rassemblez-vous. Hein. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. » Donc, qui contribuaient, par leur travail politique, à mettre sur devant une division du monde social, qui était une division entre patrons ouvriers pour aller vite. Bon, et ça a disparu. Les partis de gauche ne font plus ça. Hein, les partis de gauche ne font plus ça. Les gens, bon, donc l'itinéraire très particulier de Dimitri, décrit par Lorenzo,
il a des conditions sociales de possibilité, parmi lesquelles il y a des conditions politiques. Donc vous voyez, on ne peut pas opposer la sociologie et la politique. La sociologie, elle s'intéresse aussi aux phénomènes politiques. Et les phénomènes politiques, ils sont au cœur de phénomènes que vous percevez comme sociologiques. Et j'ajouterais aussi une chose importante, il ne faut pas avoir de mépris par rapport à ces itinéraires électoraux qui apparaissent comme n'étant pas politiques. Moi, vous savez, le cas de Dimitri, j'ai raconté l'année dernière, j'étais dans un lieu extrêmement mainstream du point de vue de la pensée politique. J'étais à Florence à l'Institut universitaire européen, qui est un haut lieu de la pensée mainstream, hein, bon, soutenu par l'Europe, avec des financements. Ils sont très bien, hein, les conditions paradisiaques. Bon. Et je racontais notamment le cas de Dimitri. Et mes collègues là ont eu un petit regard méprisant. Comment peut-on sérieusement s'intéresser à des électeurs aussi peu sérieux? Mon cher, vous êtes vraiment décevant. Qu'est-ce que vous nous racontez? Hein, des histoires, il va distribuer des tracts, et puis là il se trompe, c'est pas sérieux. Hein, vous ne nous racontez pas des votes sérieux. Donc ça veut dire qu'il y a des votes sérieux. Et des votes qui ne sont pas sérieux. Qui décide que les votes sont sérieux et pas sérieux? Je veux dire, il y a un cercle sacré. Je ne vais pas être méchant, je ne vais pas le dire, je ne suis pas qualifié. Alors, en fait, c'est extrêmement important ce que j'ai répondu à mon collègue qui me disait vous n'êtes pas sérieux, vous feriez mieux de vous occuper de questions sérieuses. Je lui ai dit que quand on prétend comprendre et expliquer le vote, plus on est en mesure d'observer le vote, mieux ça vaut. Et donc, si d'un point de vue militant, on veut essayer de modifier la distribution des votes, je pense qu'on a vraiment intérêt à bien connaître les votes et à entrer dans le détail des histoires de famille. C'est pas de la sociologie. C'est de la sociopolitique. Alors, je trouve intéressant et en même temps votre démarche, le choix des deux jeunes, et en même temps, moi j'allais peut-être un peu casser la baraque en disant tristement, comme j'occupe de jeunes, ils ont tous des fonctionnements comme ça. J'en vois plein. Donc l'histoire de Dimitri et d'autres, c'est relativement banal. À savoir que quand on a 20 ans, le premier vote, moi je me souviens de mon premier vote, voilà. Ce qui est très intéressant dans ce que vous mettez en forme là, c'est que c'est pas du tout les partis politiques qui sont influents, c'est effectivement ce que pense la mère et ce que pense le père, ou le grand frère, s'il y a un grand frère, et ensuite c'est, comme vous dites bien, les copains qui étaient à McDonald's. Alors c'est un hasard que ce soit tombé sur Méluche, hein, ça aurait pu être des gens qui votaient à côté. On voit quand même qu'à cet âge-là, il y a un hyper impact relationnel, affectif, c'est important, quoi. Hein, il y a un groupe d'appartenance, il débarque à Paris, il connaît personne, c'est pas évident, il tombe sur des Méluches, quoi. Moi, je pourrais vous citer le même exemple, Place d'Aligre, où il y a un café que tout le monde connaît, que les gens croient que c'est réactionnaire. Et je me souviens du patron, j'ai dit, ben alors la tendance c'est quoi? C'est les Maghrébins à 80% le matin. Hein. Alors, il dit, je sais pas, en ce moment ils vont voter Polochon. Donc Polochon, j'ai fini par comprendre que c'était Mélenchon parce qu'il avait passé un message qui avait bien passé, à savoir qu'ils ne condamnaient pas bon, les musulmans, quoi, les musulmans. Et c'est vrai qu'il y a eu un phénomène à un moment, près de l'usine du parti de gauche. J'étais passé dans un café, il y en a plein qui étaient tombés dessus en disant comment on peut adhérer à ce parti. Nous, on fait adhérer toute la cité du coin de l'usine à ce parti. Bon, moi j'ai dit, écoutez, bon, vous allez voir, il faut tourner le coin à gauche, il y a des fêtes et tout. Je les voyais assez mal arriver là-dedans d'ailleurs, parce que c'était peut-être pas tellement direct pour les accueillir, mais je veux dire qu'il y a quand même, il faut contextualiser qu'il y a un double problème. Je pense, c'est que la proposition politique est hyper changeante, il faut le dire. Hein? Vous êtes d'accord qu'est arrivé Mélenchon, Bévia, pour certains, le Parti communiste, il faut le dire quand même. Hein? C'était celui qui avait été choisi devant Chassaigne par le Parti communiste. Donc il y en a qui sont allés derrière parce qu'ils étaient communistes, d'autres parce qu'ils avaient reconnu socialiste, d'autres parce qu'il y avait le référendum, le non-référendum. Et voilà. Donc si vous voulez, ces contextes, et en ce moment, on ne sait plus. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi.
à donner une majorité au président. Il y en a combien qui l'ont fait? Énorme. Énormément de gens ont dit on va voter aux législatives pour donner une majorité. On a voté utile au lieu de voter Mélenchon, il y en a beaucoup. Et ensuite, on va donner une majorité au président. Alors, toutes ces paroles-là, c'est très intéressant parce que c'est mis en forme avec deux jeunes de 20 ans, le même lycée, copain, tout ça. Ça, c'est intéressant. Mais je pense qu'on ferait une étude sociologique avec des outils très bons, comme vous avez fait, entretien un peu directif. Hein. On prend le temps, on les suit, tout ça. On serait donné, prendre des filles, ça serait pas mal aussi, quoi. Parce que là, vous avez pris 2 mecs, mais ça aurait été bien de le faire avec des filles aussi. Hein. Et moi qui vois beaucoup de jeunes qui sont en difficulté scolaire, je peux vous dire que les jeunes sont hyper intéressés par l'histoire. Il y en a beaucoup qui parlent d'histoire. En orthographe, ça c'est nul, les maths ça n'intéresse pas. L'histoire les intéresse. Tout ce qui concerne les élections, les maires, les machins, ils sont au courant. Ils adorent la poésie, ils adorent ça, en priorité. Moi je vois le sport en 3e. Hein, Donc il y a des choses qui se passent, il y a des choses à faire, mais c'est peut-être pas un encadrement de partis politiques. C'est là aussi la question. Un encadrement, mais lequel? Là, il faut avoir vraiment une réflexion. Quoi. Voilà.